À la une, Kourou coupée du reste de la Guyane. La ville spatiale accueille toujours la mobilisation multiple démarrée lundi par l'UTG, éclairage d'EDF. Les négociations avec les autorités hier n'ont rien donné. Aujourd'hui, le ton est monté. Personne ne quitte ni ne rejoint la ville spatiale, sauf exception. À Dégradé-Cannes, les dockers ne peuvent toujours pas accéder à leur lieu de travail. Des transporteurs de l'UGTR restent mobilisés à l'entrée du port pour réclamer l'équité dans le partage des marchés publics. Les bateaux repartent avec leur cargaison. Et puis, un marché délocalisé a été proposé ce matin au Cayennais, route de Baguel. Action des jeunes agriculteurs et de la FDSEA, toujours mobilisés pour réclamer de l'aide aux autorités. Les maraîchers sont prêts à renouveler l'opération. Bonsoir à tous. On démarre ce journal à Kourou, où la mobilisation des collectifs et syndicats ne faiblit pas après l'échec des négociations hier. Un barrage a été mis en place au carrefour Café tôt ce matin. Il a été levé en partie dans la matinée. Les automobilistes de Cayenne ont donc pu emprunter la route de Saint-Laurent et inversement. Impossible toutefois de se rendre dans la cité spatiale ou d'en sortir. Un autre barrage était installé au carrefour de Pariacabo. Il a d'ailleurs été levé temporairement aux alentours de 18 h. Natacha Maltaverne. Aucun véhicule n'entre ou ne sort de Kourou depuis ce matin. Résultat, des dizaines de voitures sont stationnées au niveau du carrefour Café à l'entrée de la ville. Les automobilistes font demi-tour ou attendent patiemment. Les avis sur le mouvement sont partagés. Moi, je pense sincèrement que ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'on a tous des choses à faire. Par exemple, là, je sors de la préfecture, c'est bloqué. J'ai un enfant qui dort derrière, à l'arrière de la voiture. C'est pas confortable. Alors là, on bloque tout le monde par rapport à tout ce qui se passe. Je suis foncièrement d'accord avec eux. Franchement, je vous le dis. Il est temps que tout ça s'arrête. Il faudrait quand même qu'on passe à autre chose et qu'on fasse avancer ce pays d'une façon ou d'une autre. Nous, on n'a pas réussi. Il ne faut pas croire que je n'ai pas fait pareil dans le temps. Dans le passé, j'ai fait la même chose. Mais c'était une autre époque, à un niveau beaucoup plus difficile. Mais maintenant, il faut que ça s'avance. Le blocage se situe au carrefour de Pariacabo. Un camion, des pneus et des palettes empêchent la circulation des véhicules. Seuls les piétons sont autorisés à passer. Derrière le barrage, un maraîcher s'est installé. Il devait rejoindre le marché solidaire installé à Cayenne par les agriculteurs qui ont aussi des revendications. On fait ça pour avoir nos terrains sur Irakubo parce qu'on est bloqué avec tous les fonciers et tout ça. Alors du coup, on est là au Bocuse pour les aider. Depuis ce matin, c'est le système D. Chacun se débrouille comme il peut pour travailler. Je livre du riz sur les restaurants de Kourou et de Cayenne. Là. Et donc aujourd'hui, on est obligé d'arrondir en faisant du transbordage de trafic à trafic pour pouvoir livrer nos clients sur Cayenne. D'autres qui n'ont pu se rendre au travail restent sur le piquet de grève par solidarité. On devrait être au travail, donc plutôt que de rester à la maison, on devrait venir ici pour montrer notre soutien, même si tout le monde dit on est solidaire, mais en fait, ils ne restent pas sur place. Je pense que s'il y avait vraiment du monde sur place, les choses iraient plus vite, quoi. Et puis il y a ceux qui doivent impérativement prendre l'avion. C'est le cas de ces ingénieurs du CNES venus de métropole. On était en mission pour toute la semaine. On a essayé de travailler sur le début de la semaine à l'hôtel en faisant les gens qu'on devait voir, en faisant venir les gens qu'on devait voir. Mais là, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, donc on nous a demandé de repartir en nous expliquant effectivement que le conflit pouvait durer encore pendant un moment, les informations qu'on a. Donc on essaye de repartir, on a réussi à avoir un avion pour ce soir et on va essayer de l'avoir, voilà, avec le sourire. L'ambiance était plutôt à la convivialité. En bref, la grève de la société Endel a pris fin. Un protocole d'accord a été signé ce soir. Et puis une avancée est à noter concernant le centre médico-chirurgical de Kourou. La ministre de la Santé a annoncé l'annulation de la vente de l'établissement à un groupe privé. La Croix-Rouge ne cédera donc pas le CMCK à Rainbow Santé. Un soulagement pour les grévistes du collectif des Toucans. Et vous le savez, tous les représentants des manifestants ont été reçus à la mairie de Kourou hier après-midi. Le président de la CTG, le directeur du CSG, les parlementaires et le préfet étaient présents. Des représentants du CMCK et de l'entreprise Endel, mais aussi d'EDF également. Une rencontre particulièrement tendue qui aura duré 2 heures pour n'aboutir au final sur aucun accord. Retour sur cette étape de la mobilisation avec Jonathan Lariot. S'il faut aller bloquer les axes principaux, au niveau des villes principales, on ira le faire. Cette fusée-là, elle ne doit pas partir. C'est pas plus compliqué que ça. Des propos clairs qui surviennent après une journée mouvementée. Hier, la mairie de Kourou a été le centre d'un échange tendu entre les différentes délégations des manifestants et les élus. Dès le début, le ton est annoncé. Seuls les concernés sont admis dans la salle de réunion. Donc tous ceux qui ne sont pas conviés, sortez s'il vous plaît. Même les élus municipaux sont dans un premier temps mis dehors.
avant d'être rapidement réintégrés à la concertation. S'ils peuvent trouver un terrain d'entente sans que nous soyons là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, apparemment, on nous a rappelé, on peut mettre en comité restreint avec 3 élus. Donc il n'y a pas de problème, on va se remettre au travail. Dehors, le public venu en masse observe le débat à travers la baie vitrée. La situation est loin de plaire à tout le monde. Tout a voté. Maintenant, il y a un problème. Maintenant, il y a une résolution pour nous. Nous disons, ça va s'accapasser. Nous sommes des inutiles alors. Mais rien ne fait. Personne ne rentrera durant les échanges. Après plus de 2 heures de réunion, le collectif des manifestants sort de la salle pour une concertation privée. Quelques minutes plus tard, la décision tombe. Vos réponses n'ont pas été à la hauteur de nos demandes. Et sur ce, on vous dit au revoir. Comme apparemment on nous tourne en rond et apparemment le centre spatial, eh ben, voilà, leur priorité c'est que de lancer leur fusée et pas la prière de la population de la Guyane. Leur priorité c'est pas notre santé, leur priorité c'est pas nos enfants, c'est pas l'éducation, c'est pas l'insécurité, c'est pas les chefs d'entreprise, eh ben, il n'y a pas de problème. Une réaction qui ne surprend guère le président de la collectivité territoriale Rodolphe Alexandre. Pour lui, ce n'est que le début d'une révolution. Si on nous dit qu'on a 2 ans d'effacement du RSA, on n'a pas besoin après d'aucune haute dotation. Et nous pouvons tenir pendant 5 ans, engranger le plan économique et permettre ainsi aux entrepreneurs de travailler en Guyane. Si Paris nous avait écouté il y a 5 mois, il y a 1 an, on ne serait pas arrivé là. Parce qu'on n'a pas cessé d'alerter le retard économique, le chômage, le sous-emploi, la précarité. Aujourd'hui, Paris sait que nous sommes au bord d'un débordement et ce n'est que le début, à mon avis, d'un problème qui va toucher véritablement la Guyane, la République, les citoyens. 2 heures et 30 minutes d'échange dans le vent, aucune décision concrète de prise. C'est un flou complet qui s'étend sur les prochaines journées de mobilisation. Et loin du blocage de Kourou, d'autres agents d'EDF tiennent un piquet de grève, moins nombreux que leurs collègues dans la ville spatiale. Ils n'en sont pas moins déterminés. Installés devant le siège d'EDF, boulevard Mandela à Cayenne, ils se disent prêts à tenir des conversations et un dialogue social avec la direction. On écoute un représentant syndical interrogé par Kerwin Alcide et Joanne Manus. La mobilisation est sérieuse et constante sur ce site. Ça a été déjà très bien organisé. Que ça se fasse sur Kourou ou ici, c'est aussi sérieux. Si c'est un PC, si vous voulez, au siège Mandela, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer une présence et aussi il faut que nous-mêmes, qu'on ait un regard sur les mouvements de la direction. La direction annonce par voie, par-ci, qu'ils auraient souhaité nous rencontrer. Mais vous voyez encore, ça prouve le comportement froid, rigide et imperméable de cette direction puisque c'est quand tout chauffe qu'elle dit devant les médias qu'elle aurait souhaité nous voir. En 2015, nous avons déjà été en conflit. Ce directeur, dès son arrivée, est rentré directement en conflit avec nous et ça a été une parfaite constante concernant son management exécrable. Aujourd'hui, il dit qu'il nous propose des choses alors que ce n'est pas vrai puisque, écoutez, il ne respecte même pas le protocole d'accord de la grève de 2015. Donc, vous voyez bien que rien n'avance. Et du côté de Dégradé Cannes, l'UGTR bloque toujours. Depuis lundi, l'entrée au port. Les transporteurs guyanais, vous le savez, demandent à être davantage sollicités dans le chantier d'Ariane 6 et réclament plus largement un allotissement des marchés publics. Ainsi, les livraisons sont empêchées car les dockers ne peuvent pas accéder à leur lieu de travail. Les bateaux doivent donc rebrousser chemin avec leur cargaison à bord. Ayodeli Germa. Chômage technique pour les dockers de l'unique entreprise de manutention du port de Dégradé Cannes. En temps habituel, près de 500 conteneurs par semaine sont déchargés par leurs soins. Les conséquences du blocage des transporteurs sur l'activité de cette entreprise de prestation sont encore difficiles à évaluer. En fait, on pourra faire un meilleur bilan en fin de mois, d'accord? Donc il faut savoir que dans notre activité, il est compris des jours d'inactivité. Maintenant, on fait rentrer de l'argent à chaque fois qu'il y a des navires. Donc, au bout d'un moment, ça va se chiffrer, mais c'est par rapport à ce qui va rentrer et ce qui n'est pas rentré qu'on pourra faire la différence. Cet après-midi, un nouveau bateau a accosté. Un mainliner venu directement de l'Hexagone. Dans les circonstances actuelles du blocage, l'une des conditions qui pourrait permettre son déchargement est la dangerosité des marchandises qu'il transporte. Le préfet de Guyane, il a la possibilité
si à l'intérieur de ce navire qui vient d'arriver, il y a des produits destinés aux chars, ça veut dire qu'à l'hôpital de Cayenne, avec des produits sensibles, et aussi des produits dangereux d'une certaine classe, il peut prononcer ce qu'on appelle en fait une obligation pour les dockers de venir travailler. Donc ils sont réquisitionnés pour aller travailler et ils auront l'obligation de travailler. Et les grévistes qui ont le piquet de grève auront l'obligation de laisser passer pour que le bateau soit déchargé. En début de semaine, un bateau feeder de faible contenance transportant des biens de consommation courante a été contraint de lever l'ancre avec son chargement toujours à bord, direction les Antilles. S'il suit sa course normale, il ira au Suriname, après il ira au Guyana, ensuite il va remonter vers Port-au-Prince et les Antilles. Si le mouvement perdure, les transporteurs maritimes seront obligés de reprendre le large. Dans l'actualité également, la reprise des bus de l'Agglo sur les routes de l'île de Cayenne. Aujourd'hui, la CDTG FO a indiqué que plusieurs réunions de travail avec la présidente de la CACL lundi, puis le vice-président hier, ont permis la signature d'un protocole d'accord. Document qui prévoit plusieurs dispositions censées améliorer les conditions de travail des agents et faciliter le dialogue social. Mais pour marquer leur détermination à obtenir des réponses concrètes, les organisations syndicales ont d'ores et déjà déposé un nouveau préavis de grève pour le 11 avril. Écoutez plutôt les précisions de la représentante du syndicat. Déclaration d'accident de travail, traitement des arrêts maladie, droit à congé, gestion des événements, enfin tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines. L'organisation a été modifiée pour le moment de façon transitoire. Donc c'est au siège, à la Chaumière, que les dossiers seront traités à partir de maintenant. La mise en place de la cellule d'écoute promise en août 2016, donc dans le sens d'une cellule plutôt de prévention, pas seulement de traitement ou d'accueil des collègues en cas de crise. Plusieurs groupes de travail, je dirais techniques, déjà promis en avril 2015, mais qui là doivent se décliner donc avant le 10 avril. Revoir le calendrier des jours chômés puisque les collègues ont perdu des jours chômés sur le calendrier 2017. Les choses seront reprécisées et repasseront en comité technique. Ce qui nous convient, c'est que Madame la Présidente a réaffirmé que la RCT est un service comme un autre de l'Agglo et que c'est bien elle, l'employeur des personnels, et qu'elle va prendre en main les arbitrages, le suivi. Donc là, je pense qu'il y a vraiment la volonté d'en finir avec des vieux travers. Nous voulons y croire, mais tout à fait, pour être honnête, nous avons tout de même déposé un préavis de grève pour le 11 avril, moment où nous ferons le point sur ce qui est prévu déjà d'aujourd'hui au 10. La Guyane se meurt, c'est le message envoyé par le collectif Sauvons la Guyane au président de la République. Une lettre pour dénoncer une situation de violence sanitaire, économique et sociale, culturelle et bien sûr physique. Et les parlementaires de Guyane ont suivi la même démarche et ont adressé un courrier commun au président. Et le représentant de l'association des maires interpelle aussi François Hollande. Il lui fait part de ses craintes pour la suite du mouvement social et met en garde contre des débordements qui pourraient survenir si l'État n'agit pas au plus vite. On écoute David Richy, interrogé par Kerwin Alcide. Hier, dans les négociations, elles se sont terminées à ce que tous les collectifs, que ce soit pour la santé, pour l'EDF éclairage, pour le secteur économique, enfin bref, tous les collectifs ont demandé, puisque ça n'avance pas, la venue des ministres. Aujourd'hui, l'association des maires sur les points de revendication ne peut pas faire grand-chose, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut rien faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a urgemment, compte tenu de la situation, fait un courrier à l'intention de M. François Hollande, notre président de la République. Même s'il est en partance, il est encore là, son gouvernement est encore en place, pour qu'il puisse dépêcher les ministres idoines, parce que la situation d'aujourd'hui, elle est explosive. Il y a des barrages partout, on peut les comprendre, parce que la population est exaspérée, mais il nous faut vraiment trouver une issue. Ce n'est pas le premier courrier que l'on fait à François Hollande ou à d'autres ministères. Donc pas de retour. Maintenant, je veux dire qu'on a fait une part de notre travail, l'alerter. Vous savez très bien qu'il était déjà bien conscient de ce qui se passe en Guyane.
ce qui n'est pas du tout relayé dans les médias nationaux. Heureusement que vous êtes là pour le relayer, mais il ne pourra pas dire qu'il n'est pas au courant. Si demain des choses, des drames peuvent se passer, on ne sait pas comment va évoluer cette grève, parce que l'exaspération est telle que les gens se sentent tous concernés, sont prêts à laisser leur travail pour aller sur les barrages. Si tout cela n'est pas résolu, je crains des débordements. Et malheureusement, la Guyane a toujours obtenu ce qu'elle voulait grâce à la rue. Et la mobilisation des agriculteurs pour obtenir des aides se poursuit également depuis 3 jours. Comme promis, ils ont bloqué hier soir la route de Baduel pour mettre en place l'opération marché solidaire. Les maraîchers ont pris place aux horaires habituels pour une journée de travail comme une autre. La place du marché de Cayenne, elle, était déserte. Un dépaysement qui a ravi toutefois ses usagers. Kerwin Alcide et Joanne Manus. Il fait encore nuit quand les maraîchers installent leurs étals sur la route de Baduel, bloquée pour l'occasion. Malgré la pénombre, ce marché solidaire prend forme devant les bureaux de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts. Depuis lundi, les agriculteurs bloquent la structure et devant l'absence de solution, ont décidé de transférer le marché du centre-ville à la route de Baduel. On est content, c'est un total succès. On a été ce matin inviter tous les agriculteurs à venir nous rejoindre sur le mouvement parce qu'on a compris quand même qu'à la fois on ne peut pas empêcher les agriculteurs de vendre leurs produits. On ne va pas bloquer la population parce que ce n'est pas le but. Et nous on a besoin de soutien, donc on a réuni le tout. On a fait les agriculteurs venir. Sur notre mouvement, ils sont bien contents parce que du coup ils nous soutiennent. La population est venue en masse depuis ce matin à l'appel des différents médias pour soutenir ce marché. La quasi-totalité des agriculteurs a accepté de jouer le jeu, vidant pour l'occasion le marché de Cayenne. L'initiative trouve un écho très favorable auprès de la population qui s'est déplacée en nombre. Bon, c'est sympa, ça change un petit peu d'endroit, c'est sympa d'être près du jardin botanique, voilà, ça change un petit peu, donc voilà, je suis plutôt content. C'est une bonne idée parce que justement ça permet au monde agricole d'être solidaire de la manifestation. Pour moi-même, il faut que tout le monde, toute corporation, organisme, association, collectif, voilà, il faut qu'il nous arrive à faire un bloc. C'est une idée magnifique. Je pense qu'on devrait renouveler cette opération de temps en temps parce qu'on retrouve une ambiance, on retrouve un cadre. Pour moi, c'est une très bonne idée. Bon, évidemment, je suis un Guyanais chauvin, donc je suis solidaire à tous les mouvements. C'est pas mauvais, je trouve que c'est bien. Pour une première, c'est très bien. On peut bien renouveler ce projet. Certains Cayennais en redemandent et les agriculteurs n'excluent pas de renouveler l'opération si leur demande ne trouve pas de solution d'ici la fin de la semaine. Aujourd'hui, l'ASP veut jouer la montre avec nous. Bon, les agriculteurs, de toute façon, nous ont déjà demandé pour que le marché, ils ont dit si c'est vendredi, samedi, ils sont avec nous. Mais également, ils ont déjà dit, si on veut un blocage plus dur et qu'il n'y ait pas de marché du tout, de leur dire dès cet après-midi, demain, ils ne ramassent pas de fruits, ne ramassent pas de légumes, donc pas de marché vendredi, pas de marché samedi. Après réflexion, je me dis on va pas peut-être prendre cette option, mais il faut savoir qu'il y a des options de durcissement, mais on ne veut pas d'options de durcissement envers la population. Depuis hier, un cahier de revendications est aux mains du directeur de la DAF. Et malgré quelques avancées, les agriculteurs n'entendent pas céder du terrain. On reste mobilisé devant l'ASP pour nos autres points de revendication. Et je le répète encore et je le répéterai encore, on ne partira pas de là tant que tous nos points de revendication, la totalité de tous nos points de revendication ne seront pas accordés. On ne nous aura pas l'usure. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont déjà usé. Fatigués mais déterminés, ils veulent tenir le siège de la route de Baduel jusqu'au bout. Et prenons du recul à présent sur l'actualité avec notre invitée ce soir, Isabelle Ider, maître de conférence en anthropologie à l'Université de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu, la colère gronde de toutes parts en Guyane, alors même qu'on tente de dénombrer le nombre de mouvements sociaux, de nouveaux apparaissent entre-temps. Sans cesse, il y a comme quelque chose de contagieux qui semble se disperser un peu partout et puis susciter de nouveaux soulèvements. Quel est votre regard en tant que sociologue sur la situation? Oui, une contagion, mais surtout une contagion qui a commencé il y a déjà plusieurs mois. C'est-à-dire que lorsqu'on observe un peu les échanges qu'il y a sur les différents réseaux sociaux, on se rend bien compte qu'il y a une convergence de la population guyanaise vers l'exaspération. Pourquoi cette exaspération? Tout simplement parce que 3 piliers de la société, et là c'est d'un point de vue sociologique qu'on peut apporter quelques réponses, les piliers de la santé, de l'éducation et de la sécurité ont complètement vacillé.
Donc nous avons trouvé des points communs là pour pouvoir converger vers des revendications identiques. Vous avez d'ailleurs souligné ce que vous venez de dire dans un article avec 7 autres confrères il y a quelque temps. Oui, effectivement, dès le mois de décembre, avec 7 autres universitaires, nous avions alerté déjà en disant qu'il fallait absolument commencer à reconstruire cette société guyanaise parce que l'orientation qu'elle prend aujourd'hui nous inquiète particulièrement. Et ce n'est pas parce que nous voyons l'avenir, c'est tout simplement parce que les ingrédients qui étaient mis en place là, ensemble, pour construire cette société, n'étaient pas du tout favorables à l'avenir. Y avait-il des éléments précis qui vous ont poussé ensemble à travailler sur cette alerte? Oui, si on observe bien, c'est dans une société ce qu'on appelle en sociologie l'anomie, c'est-à-dire ce décalage entre les objectifs et les moyens qui sont mis en place pour les atteindre, on se rend compte qu'il y a une rupture. Cette rupture est inquiétante parce que c'est de cette rupture que va naître la violence. Cette recrudescence de la violence au sein de notre société et toutes les couches sociales qui sont touchées aujourd'hui, où il n'existe même plus de havre de paix, où on peut tranquillement se reposer, on pourrait dire. Des villes où ça se passe mieux qu'ailleurs, des communes où c'est plus tranquille. Avant, c'était le cas où on disait on va à Sinamari pour se reposer, où j'ai une maison à la campagne et ça me permet de décompresser. C'est plus le cas aujourd'hui. Déjà la semaine dernière, les socioprofessionnels protestaient devant la CTG, ils y sont encore, et puis d'autres sont apparus. Les 500 frères ont profité de la présence de la ministre de l'Environnement pour intervenir durant la convention de Carthagène, l'interpeller sur toute autre chose bien sûr que la protection de la biodiversité. Et la suite, on la connaît, tous ces mouvements qui sont apparus cette semaine, et tout cela à 30 jours de l'élection présidentielle. Comment expliquer un tel choix? L'urgence de notre situation, tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Nos revendications sont tellement justes, on pourrait dire là, on peut vraiment dire nos revendications parce que tous les corps professionnels aujourd'hui, toutes les couches de la société sont concernées. On s'est vraiment retrouvés tous dans ces revendications. Et on peut dire que tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que n'importe quel ministre aurait pu passer, qui n'a rien à voir avec le sujet, on l'aurait interpellé de la même façon. Et on pourrait dire, en se projetant un peu plus aujourd'hui, qu'il se pourrait bien que chaque ministre, si la situation ne trouve pas de solution, là, pour la société guyanaise, que chaque ministre soit interpellé de la même façon chaque fois qu'il posera le pied. Vous pensez que c'est en quelque sorte une révolution qui se prépare en Guyane? Oui, une sorte de révolution où on apporte aussi des solutions. Donc c'est une première, on pourrait voir aussi, on pourrait comparer à d'autres mouvements sociaux que nous avons eus. Aujourd'hui, on est dans cette révolution participative où les 500 frères apportent des réponses concrètes de terrain. Tout à fait. Disant, écoutez, se projeter dans les 10 ans à venir, c'est très bien, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et on va y revenir dans quelques instants. En tout cas, en parlant encore du timing, il y a eu des blocages quand même en début d'année. Le premier étant celui de l'éducation avec l'arrivée d'un nouveau recteur. Mais c'est une question qui revient souvent et sonne d'ailleurs un peu comme un reproche. Pourquoi attendre la fin du carnaval pour agir sur des problématiques qui étaient là bien avant et qui persistent depuis longtemps? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on pourrait... Là, notre carnaval a bon dos. Il est responsable des grossesses précoces, il est responsable du sida, il est responsable de l'adultère, il est responsable... Bon, c'est un peu son rôle en même temps. Hein. C'est-à-dire que le carnaval est là comme soupape de sécurité. C'est-à-dire qu'il est là aussi pour qu'on déverse tous nos problèmes en lui. Mais à un moment donné, il faut vraiment prendre du recul par rapport à cette question du carnaval et voir que non, les mouvements n'ont jamais cessé. Vous parliez du recteur, ça a vraiment eu lieu pendant le carnaval, c'était mi-janvier, et les grévistes à ce moment-là disaient, tout le monde pensait qu'on allait lever le camp pendant le week-end parce que c'est le carnaval, et on a démontré le contraire. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'inquiétant finalement? C'est-à-dire que le carnaval n'est plus un moment sacré? Voilà, le carnaval à tel point qu'on a vu que la mi-carême, les balles sont annulées parce qu'aujourd'hui on se rend compte que la situation est beaucoup trop grave. C'est même inquiétant, effectivement, beaucoup trop grave pour pouvoir s'amuser aussi. Le carnaval, pendant longtemps, a rempli cette mission de soupape de sécurité où on dit, bon, ça ne va pas dans notre société, mais il y a encore des moments de détente. Et c'est pour ça que je parlais de havre de paix. Ces moments de détente, ça varie en fonction des personnes. Vous pouvez très bien aller vous promener en week-end, sortir de votre maison, aller rendre visite à des amis. Aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez revenir chez vous. Voilà le problème qui se pose actuellement. Le carnaval ne remplit plus cette fonction et on voit bien que les mouvements n'ont pas cessé pendant cette période. Vous commenciez à en parler tout à l'heure. Pour vous, c'est la méthode en fait qu'il faudrait peut-être revoir pour sortir du cercle vicieux. Une autre démarche, plutôt que celle des revendications simples, serait celle des revendications participatives. Oui. Expliquez-nous ce concept. Oui, que je viens d'inventer, une revendication participative où on voit qu'aujourd'hui on prend une autre dimension. C'est qu'on sait ce qu'on veut.
Ça, c'est une particularité, là. C'est maintenant, on apporte aussi des éléments. On ne dit pas seulement, voilà, il faut changer les choses. C'est qu'on dit, ben, ça, on sait ce qu'on veut aujourd'hui. Que ce soit en matière de santé, d'éducation, les socioprofessionnels se sont exprimés très clairement sur les enjeux dans les différentes entreprises. Donc là, on a vraiment envie de casser ce cercle vicieux où on attend les réponses de l'extérieur. Où on vient demander, où une délégation va se rendre à Paris pour revenir avec un papier signé. On se rend bien compte qu'il y a un tournant dans cette société guyanaise où la base dit, attention, maintenant, là, on sait ce qu'on veut et on a des solutions. On peut même faire appel à des experts. Et on les propose, on veut les appliquer le plus vite possible. Merci beaucoup Isabelle Ider d'avoir répondu à nos questions. Peut-être y verrons-nous quelques solutions. En tout cas, merci pour cette analyse sur ces événements. L'enquête sur le meurtre de Patrice Clette avance. 2 hommes suspectés d'avoir abattu l'ancien conseiller général à son domicile dans la nuit du 8 novembre dernier ont été interpellés. Âgés de 20 ans et 23 ans, Yannick Mackenzie et Jérôme Douglas ont été placés en détention provisoire puis mis en examen. Après avoir été mis en examen, on écoute les précisions de la substitut du procureur Isabelle Arnal, interrogée par Natacha Maltaverne et Joanne Manus. Monsieur Douglas dit Maïsa et Monsieur Mackenzie dit Massif ont reconnu leur participation aux faits. Dans la procédure, il est constant à ce stade que Monsieur Douglas est le tireur. Monsieur Mackenzie était sur la scène de crime derrière Monsieur Douglas au moment du tir de Monsieur Douglas avec un fusil à canon scié de calibre 12. Monsieur Douglas a déclaré qu'il avait cru que Monsieur Clé, quand il a fait irruption dans la pièce, avait une arme à la main. Il a paniqué et il a déclaré avoir tiré alors, sous le coup de la panique. Il a été établi dans la procédure que M. Clé avait la télécommande de son téléviseur à la main. Le mobile du crime, il est constant également dans la procédure et l'appât du gain. Le 8 novembre 2016, à 22h, lorsque le crime est commis, les 3 auteurs qui tentent de pénétrer dans l'habitation, après ouverture du feu, s'enfuient rapidement et spontanément. Et dans leur fuite, l'un des auteurs perd sa paire de tongs. C'est sur sa paire de tongs que la gendarmerie va travailler, identifier cette paire de tongs, son origine, où est-ce qu'elle a été achetée, qui l'a achetée. Donc de nombreuses personnes vont être entendues à ce niveau. Des magasins également sur la région de Guyane vont être sollicités. Et puis on va surtout solliciter l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui se trouve en région parisienne, pour extraire de l'ADN sur cette tongue. Un ADN va être extrait, va être analysé. Malheureusement, il ne sera pas connu en base dans le fichier national des empreintes génétiques. Donc on a un ADN masculin qu'on ne connaît pas, donc il va falloir travailler sur cet ADN. Donc pour ça, on va faire une technique récente mise au point en police scientifique, qui est la recherche de parentalité. La recherche de parentalité repose essentiellement sur la comparaison d'ADN au niveau des ascendants et des descendants d'une personne. Donc le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques d'Écully, va procéder à ces recherches et va isoler à peu près une centaine de personnes présentant une forte probabilité pour avoir un lien avec cet ADN masculin qu'on a retrouvé sur la tongue. À partir de là, on va travailler sur cette centaine de personnes et cibler plus particulièrement une famille à laquelle appartient donc l'auteur Douglas, auteur du coup de feu. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Kourou coupé du reste de la Guyane. La ville spatiale accueille toujours la mobilisation multiple démarrée lundi par l'UTG Éclairage d'EDF. Les négociations avec les autorités hier n'ont rien donné. Aujourd'hui, le ton est monté. Personne ne quitte ni ne rejoint la ville, sauf exception. À Dégradé-Cannes, les dockers ne peuvent toujours pas accéder à leur lieu de travail. Les transporteurs de l'IGTR restent mobilisés à l'entrée du port pour réclamer l'équité dans le partage des marchés publics. Les bateaux repartent avec leur cargaison
cargaison. Et puis, un marché délocalisé était proposé ce matin au Cayennais, route de Baduel. Action des jeunes agriculteurs et de la FDSEA, toujours mobilisés pour réclamer de l'aide aux autorités. Les maraîchers se disent prêts à renouveler l'opération. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas la météo, suivie de votre journal le 20h de TF1. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.